Mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte des rapports non consentants. Tu étais non consentante. C'est pas de ta faute, tu étais non consentante. Il ne faut pas avoir honte des rapports non consentants. Il faut avoir honte des rapports consentants. Moi, j'ai honte de la moitié. Dans ce spectacle-là, novembre, pour moi, c'est mon mois favori. Parce que c'est un mois qui est lent, c'est un mois où il se passe rien. C'est un mois qui hante l'Halloween puis l'hystérie de Noël. Et il se passe rien en novembre. Il n'y a pas de fête vraiment tout est brun, tout est laid. Ouais, mais moi, ça m'atteint pas. Ah non. Parce que je trouve que ça va mieux pour travailler, ça va bien pour lire. C'est le meilleur mois de lecture au monde, c'est le meilleur mois d'écriture au monde. Il n'y a pas encore de neige, c'est pas trop compliqué, tout est simple, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est tranquille. Et j'aime beaucoup ce mois. Fait que toi, ta dépression saisonnière, c'est en juillet, c'est ça? Ah non, j'aime ça, j'aime juillet aussi, là, tu sais. Le printemps, il y aurait toujours des affaires plates. Il aime tout et tout le monde l'aime. Mesdames, messieurs, on a un fleuron de la culture québécoise en ville depuis jeudi dernier. Et je vous le dis, là, vous avez jusqu'à ce soir pour aller le voir à la salle Odyssée de la Maison de la Culture. Louis-José Hood, bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Monpetit. Avril, c'est le nouveau mois de novembre. Vous devez être heureux, ça va bien? Cette année, c'est du solide. C'est un avril novembresque, là. Oui. C'est un avril très gris. Au mois de novembre, il reste encore quelques couleurs ou à peine. De la vieille couleur délavée. Couleur il reste un petit d'automne, peu. mais c'est ça, on s'y fait. Mais moi, je suis tout le temps pas mal de bonne humeur. J'ai pas le temps ne m'affecte pas. Non. Non. Hey, sur votre site Internet, c'est écrit que On préfère novembre, évidemment, c'est votre spectacle préféré. Vous dites que c'est le plus honnête, celui qui me ressemble le plus, pour plein de raisons longues et plates à expliquer. Alors, on n'en parlera pas tant de ces raisons-là. Moi, je veux savoir, Louis-José, vous avez été... C'est 2002 que la carrière officiellement a commencé. Le premier spectacle, en tout cas, c'était salle en 2002, oui. OK. Vous avez été la saveur du mois. Mm-hmm. Là, il y a cette espèce d'histoire d'amour, ce modèle de réussite qui a été établi. Prochaine étape, c'est la longévité. Puis après ça, on tombe à l'étape Yvon Deschamps. Oui. Est-ce que ça vous arrive de regarder maintenant dans le rétroviseur puis de vous dire, ah ben là, je suis un artiste, un humoriste établi? Oui. Ouais. Puis ça me rend heureux et comment je dirais ça? La longévité, en fait, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Je pense que monter, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on est dans l'engrenage, une fois que les médias, une fois que la télé s'intéresse à nous un peu, il est quand même facile de multiplier les apparitions puis d'être la saveur du mot ou de Oui, mais l'année. ça peut être un couteau à double tranchant, ça. Ouais, à force c'est ça. qu'on soit partout, puis qu'on se lance partout, puis qu'on vende de tout. Puis moi, à une certaine époque, à un moment donné, pendant ma première tournée autour de ce 2002, 3, 4, j'ai eu toutes sortes d'offres pour faire beaucoup de télévision, beaucoup de radio, beaucoup de choses. Puis j'ai décidé de donner la priorité à mes spectacles pour faire des bons spectacles, puis travailler sur un bouche-à-oreille positif, puis travailler sur les gens qui fréquentent les salles de spectacle, puis de donner toute mon énergie, en tout cas en grande partie, à ça. Et ça m'a permis de faire mon petit chemin, je dirais, en marge des médias, dans le sens, directement dans les salles, puis faire quelques apparitions, mais pas me brûler non plus à la télé ou ailleurs. Je fais le gala de la disque depuis 13 ans, mais à part de ça, j'essaie de limiter mes présences pour me concentrer sur mes spectacles, puis ne pas non plus souffrir de surexposition. C'est comme ça que je vois ça, mais maintenant que je suis rendu à l'étape de durée, c'est vrai que on pense qu'à un moment donné, on va être tranquille, mais on l'est jamais vraiment. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, parce que d'un point de vue créatif, c'est très bon d'avoir de la compétition, d'avoir la relève, la jeunesse qui pousse en arrière. Pour vrai, ce n'est que constructif parce que ça fait augmenter. Je dirais que ça élève la qualité de l'humour à la fin de la journée. OK, mais vous voyez pas, disons, avec les Kate Levac qui arrivent, Adib Al-Khalidi, Julien Lacroix et tout ça, vous voyez pas comme pas la bête à abattre, là, mais le bonhomme qui est arrivé en avant, là, qui a eu son tour, puis là, nous autres, on pousse, puis on veut se faire une place. Ça pousse depuis 2004. Ça pousse depuis toujours, en fait. C'est comme un conte de fée 1 an, là. OK. Puis après ça, le défi, c'est de rester. C'est parce que tu fais un premier spectacle, OK, mais dès le deuxième, il faut que tu t'organises pour pas avoir l'air d'un feu de paille, pas avoir l'air d'une tendance ou d'une phase. Et moi, depuis 2004, là, j'ai sorti un premier choix en 2002, puis l'année d'après, il y avait, oh mon Dieu, là, c'était Cathy Gauthier. Après ça, c'était, oh mon Dieu, Denis de Relais, puis là, Patrick Groux. Après ça, il y a Rachid, puis André Sauvé. Puis à chaque année, depuis 12 ans, il y a 3-4 nouveaux qui font que, oh boy, OK, il faut que je me grouille. Là. Fait que ça a toujours été comme ça. C'est stimulant. Ouais. OK. Avez-vous l'impression que vous avez commencé dans le bon temps? Je fais un parallèle avec les gens qui travaillent ici à Radio-Canada. On se fait souvent dire par ceux qui prennent leur retraite là, oh mon Dieu, moi j'ai connu les belles années de Radio-Canada où j'ai connu telle chose. En humour, est-ce que
Louis-José Hood est content du moment où il a commencé. C'était-tu la bonne époque? Totalement. Ah oui? Ça, on dit souvent qu'on fait sa chance. Il y a des chances qu'on ne contrôle pas. Il y a des chances pour lesquelles il y a des chances desquelles on n'est pas responsable. Puis d'être né en 77 puis d'avoir commencé à faire de l'humour en 98, ça, c'est une réelle chance parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, on parlait de mon premier spectacle qui était donc en 2002. À ce moment-là, l'humour en salle était quelque chose que nos parents, vous et moi, là, allaient voir surtout. C'était une affaire d'adultes. C'était à l'école ou le secondaire où on allait tous les deux, d'ailleurs. Oui, il y avait... on a fait le collège Charlemagne. Oui. Oui. Promotion 95. Promotion 95, absolument. Et donc, je me rappelle que dans ces années-là, Patrick Huard sortait un premier spectacle qui avait la mi-vingtaine à ce moment-là. Oui, chauffeur de taxi, hein, c'était ce Ouais. personnage-là qui avait été créé à ce moment-là. Oui, puis il faisait un peu de stand-up aussi. Puis moi, c'était un spectacle qui a changé ma vie parce que je l'avais vu pendant ma première année de cégep. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mais je disais qu'à une certaine époque, l'humour était une affaire de baby-boomer, une affaire que nos parents allaient voir plus que nous. Je parle les adolescents, maintenant. Fait que quand j'ai commencé à faire des salles où j'avais 23, 24 ans, il n'y avait pas vraiment de jeunes humoristes. Il y avait pas... personne ne faisait des salles à mon âge. Fait que j'étais allé chercher un public que j'ai rejoint notamment par Musique Plus. J'avais une émission à Musique Plus à une certaine époque. Le $clip. $clip, ça s'appelait. Puis ça rejoint toute une talle de gens qui m'en parlent encore à ce jour. Puis il y avait beaucoup moins de circulation là, pour rentrer dans la porte. Au niveau de l'humour, il y a 15-18 ans. Donc, ça, j'étais très chanceux là-dedans. Moi, j'ai commencé à vraiment penser à ça comme un métier au cégep. Puis je me souviens, on a gradué du collège ensemble en 95, puis vous aviez eu une bourse. C'est très drôle de vous voyez, mais on va continuer parce qu'on s'y est pris. Mais vous aviez reçu une bourse pour étudier la batterie au cégep de Drummondville. En fait, c'était à Saint-Hyacinthe? C'était à Drummondville. C'était pas pour aller étudier, c'était une bourse qui donnait au collège pour récompenser mérite là, artistique, sportif, social et scolaire. Mais c'était pas pour la batterie en particulier? Moi, j'ai investi dans des batteries avec ça, mais c'était pas directement lié à la scolarité. C'était pas une bourse d'études, c'était juste voici de l'argent. Mais pourtant, en 95, on a co-animé des galas de fin d'année ensemble à l'école. Puis déjà, je veux dire, Louis-José faisait, dans ce temps-là, c'était des personnages. Je me souviens, avec Patrick Bélanger, avec Alexis Chartrand, il y avait des personnages que vous faisiez. J'ai pas d'extrait. Avez-vous peur? J'ai pas d'extrait. Je me souviens quand même. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'était pas déjà là, cette envie-là de faire de l'humour? C'était là, mais je reviens un peu à ce que je disais il y a 2 minutes sur le fait qu'en 95, 97, on disait pas ça, je vais aller en humour. C'était une affaire d'adultes. Quand on était adolescent, aujourd'hui, je rencontre plein d'ados qui veulent faire ça dans la vie, qui le savent déjà parce que ça s'est développé beaucoup. Puis par le web, ils découvrent plein de jeunes humoristes. Vous avez mentionné tantôt des Julien Lacroix ou des Adib ou des Catherine Levac, tout ça. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup plus d'offres. Puis c'est plus accessible qu'avant, vu le web notamment. Donc, les jeunes, on dirait qu'il y en a plus qui attrapent ça tôt maintenant dans la vie. Il y a 20 ans, 23 ans... j'étais gêné de dire ça. Au fond de moi-même, je savais que je dois faire ça, mais ça me gênait. Puis il y en a 2-3 qui m'ont dit « Tu devrais aller là-dedans ». Puis j'étais comme... Oui, j'étais en secondaire 4, secondaire 5. Puis là, mais tu sais, d'abord, on ne pouvait pas rentrer à l'école de l'humour à 17 ans, il fallait avoir 19 ans. Puis tu sors du secondaire de 17 ans, donc moi, j'étais allé étudier au cégep, un peu par défaut. J'aimais beaucoup les percussions, la batterie, j'en fais encore beaucoup. Puis c'était un peu ma deuxième passion. Fait que je suis allé faire ça pendant un temps, mais pendant la première année de cégep, comme je disais plus tôt, là, je suis allé voir par hasard le spectacle de Patrick Huard à Drummondville et j'ai fait « OK, c'est terminé. Je vais auditionner pour l'école de l'humour. » Et puis c'est ce que j'ai fait 1 an après. Il s'est passé quelque chose. Patrick Huard a été connu pour un humour quand même plus tout ça, mais il y a quelques semaines, on a reçu Mike Ward en studio ici, qui lui est connu pour un humour très méchant par bout, puis je veux dire, plus rough, plus acerbe. Et Mike disait, Patrick Huard a eu une phrase qui m'a fait du bien, les gens vont voir un film, vont voir un acteur et vont comprendre tout de suite que c'est un personnage qui est joué à l'écran. Un humoriste va monter sur scène et on dirait qu'immédiatement, tout ce qui sort de sa bouche, on tient pour acquis que c'est ce que l'humoriste pense. On lui donne pas le bénéfice, on lui donne pas le droit d'être lui aussi un personnage. Dans votre cas, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous vous êtes dit, puis je pense à ce qui se passe avec l'industrie de l'humour, les Louis C.K. et compagnie, les scandales qui tournent autour de l'humour, est-ce que ça vous est arrivé à un moment donné de dire, ben ça, je suis obligé de justifier que c'est pas moi qui dis ça, que c'est un personnage, c'est un spectacle, on fait de l'humour? Je comprends tout à fait. La longue question. Oui, non, mais oui, mais vu que je donne moins dans... je ne dirais pas dans la controverse, mais je donne moins dans les sujets délicats
que Mike, par exemple. Ouais. Il m'est pas arrivé souvent d'avoir à me défendre de quelque chose. Et puis, dans mes spectacles, les quelques fois où, mettons, je dis quelque chose de gros ou qui sort un peu, qui est plus gros que mon personnage, les gens, d'habitude, font la part des choses. Mais j'avoue qu'on a le « on » très facile. Ah oui, On vous a le l'entendez on. même. Même à mes spectacles. Oui. Là, je veux dire, il arrive que je vais dans des zones, des fois, un petit peu plus délicates. Puis... j'aime ce sentiment-là, des fois, de déstabiliser un peu le monde, là, surtout qu'ils venant de moi, souvent, ils s'y attendent pas, mais je comprends, des fois, je déplore un peu le fait qu'il fait toujours se justifier, puis aux États-Unis, ils ont bien des défauts, là, les gens, mais on dirait qu'en humour, ils comprennent que quand quelqu'un vient de dire une énormité, c'est ça. Là, c'est comme un personnage, comme vous disiez, là, un personnage d'un film. Hey, Dave qui va faire Chappelle quelque chose. l'a Ouais. très, très bien expliqué Ouais. récemment en disant Ouais. je ne vous dirai pas que je m'excuse, je vais le faire. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. Si vous ne pouvez pas le prendre, ben, je veux dire, sortez. Il y en a plein d'autres. Ouais. Il y en a. Est-ce que le jeune Louis-José Hood, c'est un gars que vous regardez encore aller? Est-ce que vous regardez les anciens spectacles, les anciennes... Non. Non? Est-ce qu'il vous tombe sur les nerfs? Oui. Oui? Oui, énormément, oui. Le premier spectacle que j'ai fait, il n'aurait pas dû exister. Non! Je dis ça, c'est pas vrai, mais dans le sens que il n'est pas encore assez vieux là, pour être redevenu cool à mes yeux, ce spectacle-là. OK, mettons. bien, là, fermez vos oreilles 2 Ah, secondes. non. Bouchez vos oreilles 2 secondes. Là, maintenant, il y a un gars qui me crie, dans le fond de la salle, il crie « Ta gueule! Pourri! Va-t'en! » Il me regardait, il disait « T'es pas drôle! » Puis je suis même plus à la mode, les bottes de cowboy! Une période de ma vie où je me cherchais un petit peu. Moi, je lui réponds, tu sais. Puis toi, c'est même plus à la mode, les muscles! Puis les tatous! D'en face! On sent... Louis-José est pas bien. Non? Je sais En pas. fait, ça, c'est pas si pire parce que c'est un Oui. numéro, c'était pas dans mon premier spectacle, c'était un numéro dans un gala juste pour rire. Oui. Donc, que j'ai fait quelques fois seulement, donc je m'en souvenais pas, donc c'était pas trop douloureux. C'est les numéros que j'ai fait 400 fois, les réécouter, ça... Non. Je sais pas pourquoi, on dirait que mon corps les rejette après une certaine période, puis c'est que... Non, c'est que j'ai commencé... Mon premier spectacle, j'étais jeune, il a été écrit entre 20 et 24 ans, puis... Bon, c'est... je pense qu'il y avait des bonnes choses, mais on dirait que j'étais trop excité, j'étais trop énervé. Ah oui. Ouais. Ben, on le sent de spectacle en spectacle que les préoccupations ont changé. Puis on sent aussi l'évolution. On n'est plus dans le sous-sol de René Tousignan avec les lettres et tout et tout. René Tousignan qui a vraiment existé. Oui. Oui, Louis-José... Vous avez rencontré? Ben, je lui parle encore de temps en temps. Ah oui? Il va très bien. Il vous oui? salue. Non, c'est pas vrai, je n'ai mon pas parlé Dieu. récemment, mais il va très bien. Donc, on parle de la jeunesse, on parle des débuts de carrière. Il y en a une qui est en début de carrière, à qui on parle aujourd'hui, qui s'appelle Lydia Kepinski. Qui est une jeune auteure-compositeur-interprète, qui a une question. Il y a un beau buzz autour de Lydia, puis on lui a dit qu'on parlait à Louis-José. Puis elle avait une question. Ah, mon Dieu. Oui, on va écouter ça OK. tout de suite. Salut Louis-José, ici Lydia Kepinski. Je suis une artiste entre guillemets de la relève et j'avais une question pour toi. Hey, je me sens comme à 2,75 à l'eau, c'est malade. Quand tu as commencé ta carrière, est-ce que les gens te comparaient à quelqu'un puis ça te gossait? Parce que moi, personnellement, genre, j'ai l'impression qu'on me compare tout le temps à des gens comme pour débuter l'entrevue. Puis c'est un peu complexe pour moi de répondre quelque chose comme ben je comprends que vous voyez un lien, mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas. Fait que, ouais, c'est ça, tu souffres de comparaison. Merci. Lydia Kepinski qui est au Petit Chicago ce soir, qui vient nous présenter son premier album. C'est-tu déjà arrivé? Parce que là, on disait, vous êtes arrivé comme une bébite de jeunesse dans les Ouais. salles de spectacle. Y a-tu eu des tentatives de comparaison? Non. Jamais? Ben, Non, Lydia, c'est non. Ça n'a pas été un problème. Je remarque beaucoup le réflexe qu'on a, médias et public, là, de comme on dirait, de rassurer un peu les gens en disant « Ah, c'est de tel type ». Puis des fois, ça peut servir aussi. Si une telle ressemble à une autre telle qu'on apprécie, ça peut aider. Moi, au début... non, on me comparait pas. J'ai été voir quelques fois comparé un peu à l'énergie de Patrick Huard, probablement, OK. vu mes influences du début. Mais au Québec, il n'y avait pas, comme je disais, beaucoup de stand-up d'observation comme je faisais. Puis on m'a pas comparé trop à des gens, mais je l'entends partout toujours. Puis C'est vrai que c'est rassurant de coller une étiquette des fois pour... ouais. C'est une Identifier. façon aussi peut-être de présenter les gens. Je comprends le réflexe là-dedans. Puis je comprends que ça puisse être des fois un petit peu lourd pour un artiste d'être toujours comparé à quelqu'un. Mais ça finit toujours par s'en aller. Au début, ça dure un an, ça dure le temps d'un premier album, une première tournée. Puis je pense qu'à un moment donné,
ça s'en va. On compare plus Ariane Moffat ou Louis-Jean Cormier ou Vincent Vallière ou Pierre vrai. Lapointe à quelqu'un d'autre. Ils sont eux. Puis Pierre Lapointe, au début, on faisait des amalgames. C'est un mélange entre ci et ça, C'est ici vrai. et ça. Puis plus personne, maintenant, c'est juste Pierre Lapointe. tu sais. Puis, Ouais. On va dire que quelqu'un d'autre fait du Pierre Lapointe. ouais, exactement. Maintenant. Puis ce quelqu'un d'autre, là, dans 2 ans, on va dire que c'est Robert un tel. Robert. En tout cas, que c'est Xavier un tel. Là. Mais ça finit toujours par s'en aller, ces choses-là, je pense. Oui, José Hood, est-ce qu'on vous colle l'étiquette d'acteur? Parce qu'il y a quand même une fiche maintenant cinématographique. Là, on pense, entre autres, évidemment, à De Père en flic, mais il y a eu un paquet de films. Il y a eu Bon Cop, Bad Cop, il y a eu Le sens de l'humour, il y a eu Ça sent la coupe. Est-ce que vous êtes un acteur? J'y pense pas, je sais pas. Je suis très heureux de mon titre d'humoriste, mon étiquette d'humoriste. C'est ça que je voulais faire dans la vie, puis c'est ça que je fais. Je suis très heureux là-dedans. Puis je suis capable de jouer, là, je suis capable d'acter, si vous voulez, là, dans quelque chose, dans une certaine mesure. Là, j'ai un registre là, quand même limité, là, mais je suis capable de jouer dans un film, mais on ne fait pas référence à moi comme acteur. Puis c'est correct comme ça. C'est quoi votre rapport avec le métier, d'abord d'acteur, le cinéma, votre rapport avec le cinéma? Ça demeure, entre guillemets, récréatif. C'est-à-dire que je le fais par pur plaisir, par intérêt pour ça, parce que je trouve ça intéressant. Mais c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie par d'autres. On m'a offert de participer à des films au début dans des petits rôles, puis plus tard dans des rôles plus importants. Et je me trouve chanceux d'avoir croisé cet art-là, cette forme d'art-là, puis d'avoir appris la technique de ça, de comment faire un film, comment ça fonctionne le cinéma, de pouvoir être dans des films, c'est quelque chose qui me fait sourire encore beaucoup. C'est quelque chose que... C'est une chance que je pensais pas avoir dans la vie. Donc, par contre, je m'emballe pas trop dans le sens où j'en accepte pas beaucoup, j'en fais peu, j'en refuse, parce que moi... comme je disais plus tôt, ma priorité, c'est les spectacles, puis faire des bons spectacles aussi. Et à un moment donné, c'est bien beau de dire « Ah, la salle est pleine », mais il faut être bon, là. C'est pas juste de... Vous êtes exigeant. On dit méticuleux parce que ça prend 1 an et demi, 2 ans à monter un spectacle, à l'écrire. Ouais. Vous êtes exigeant tout au long de la tournée. Là. Ben oui, puis pendant que tu fais ces tournées-là, si tu fais des films le jour, puis tu fais des spectacles le soir, ça fonctionnera pas. Donc, j'en fais peu de cinéma, en partie dû à l'horaire, à des contraintes d'horaire. Next big thing, la prochaine grosse affaire pour Louis-José Hood, mis à part ce spectacle-là, qui est pas mal la grosse affaire-là, est-ce que c'est les 40 ans de la disque et donc la 13e animation Oui. de Louis-José, c'est ça? La Après prochaine- ça, qui va prendre toute la place, là? À partir de oui, ben, mon numéro d'ouverture est déjà un peu écrit. Parce Il que- y a un toc! Il y a un toc, déjà! C'est parce que je fais ça depuis 13 ans, donc à un moment donné, le réflexe musical, disons, le réflexe adisquien est là. Cette filière-là est toujours ouverte. Oui. Et puis, c'est-à-dire, je veux dire dans le sens que amasser des observations sur la musique fait partie de ma vie depuis 13 ans. Donc, comme je ne m'assois pas au mois de septembre pour commencer à penser à la disque en octobre. Ça fait partie de moi tout le temps. Donc, comme année, vu que c'est le 40e, ben, il y a un côté rétrospective qui fait qu'il élargit un peu le spectre de la blague à disque. Ça veut dire que je peux aller dans ce qui s'est passé sur 40 ans. Donc, j'ai une première version d'un numéro qui existe déjà. C'est un grand plaisir de faire ça. Là, donc, puis après ça, septembre-octobre, c'est pas mal le moment où je m'enferme un peu là-dessus. Jusqu'à J'aime novembre. vraiment ça. Après Ouais. ça, novembre. C'est calme, c'est En tranquille. plus, novembre, dans ma vie, là, ben, vu la structure de ma vie, fait que c'est ça, le début novembre coordonne avec la fin de la disque, mettons. Le gala est à la fin octobre-novembre, donc novembre, c'est vraiment un mois où je peux respirer mieux. Et oui, c'est la 13e année. C'est la 40e édition du gala. C'est le 40e gala. C'est le plus vieux gala au Québec, au fond. Il est aussi âgé que vous, mon cher. Oui, j'ai le même âge que Vous le avez le gala. même âge que le gala. Ouais, j'ai 1 an, je prends de l'avance. Ma fête est juste avant le gala. Donc Octobre, j'ai toujours, ouais, exactement. Toujours en octobre? Toujours en octobre. J'ai changé. J'ai fait un bout en mars. Oui, c'est ça. J'ai Marchait pas aimé pas, ça. non? Finalement, je m'en tiens à octobre et puis c'est ça. Mais oui, la disque, je sais pas comment je vais arrêter de faire ça. Je sais pas comment. Vouloir Pas j'arrête obligé, de hein, m'aller. pas obligé. J'aime ça beaucoup. Une surexposition à disquienne, jusqu'à maintenant, si c'est la seule. Ben, on dirait que ça achale pas trop les gens parce que c'est une fois par année. Bon. Tu sais, tu peux pas. Oh non, encore. Tu sais, la dernière fois, ça fait 365 jours. Ça se peut pas que tu sois écœuré de me voir. Ça fait 1 an, sérieux. T'as fait plein d'affaires. T'es allé en voyage depuis. Bon, T'sais, donne-moi une chance. T'as eu des jumeaux, peut-être. Ah, ça, Tu j'en fais ça? oui, c'est ça. Il y en a-tu d'autres? Louis-José Hood, ce soir, à la salle Odyssée de la Maison de la Culture. Ça a été un grand plaisir. Et le CNA, le 26 Ben oui, janvier. encore au Oui. CNA. Oui, le 26 janvier 2019. C'est Ça a l'air noté. loin, mais ce n'est pas tellement. Là. Non, On est non, presque non. au mois de mai. C'est à 19h ce show-là, le 26 janvier. C'est ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.